les mangeurs de livres, je vous ai manqué un petit peu, bah j'espère. Alors nous revoilà, comme d'habitude, sans fioriture, sans introduction, sans musique, sans blabla. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un livre monumental, d'un livre qui a été édité il y a plus de 60 ans et qui est toujours d'actualité, donc c'est déjà un tour de force. Et un livre que des générations d'aspirants archéologues, historiens, et que sais-je encore, assyriologues se sont précipités de dévorer, parce que c'était la base pour apprendre ce qui se passait en Mésopotamie il y a 3000 ans. Donc je vais vous parler d'un livre de Samuel Noah Kramer qui s'appelle L'histoire commence à Sumer. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Parce que j'en avais parlé pendant les conseils estivaux. Et je m'étais dit, en parlant, que ça méritait vraiment un podcast particulier. Parce que c'est une somme ce livre, et que comme je vous l'ai dit au début, et c'est toujours une référence en fait. Tous les gens qui veulent s'intéresser un petit peu à la Mésopotamie, à Sumer, à Akkad, à l'origine de l'écriture, l'origine des villes, l'origine de la civilisation, à un moment ou à un autre, ils lisent ce livre. Parce que ça a vraiment été un caillou jeté dans le jardin des historiens. Donc, Samuel Noah Kramer, si vous avez jamais entendu parler de lui, apparemment l'archéologie ça fait vivre vieux parce que il a vécu près de 100 ans, notre ami Kramer. Il est né en 1897 et il est mort en 1990. Donc, à force de cuire au soleil sur tous les sites de fouilles de l'Irak à la Turquie, en passant par toutes les salles poussiéreuses de musées où il était capable de récupérer une vieille tablette que personne n'avait étudiée, ça l'a fait tenir longtemps. En tout cas, en 1956, paraît la première édition de L'histoire commence à Sumer. Et tout de suite, ça a été considéré comme un must-have, ça a été considéré comme un classique, parce que c'était une somme en fait. Comme lui, il était assyriologue, parce que bizarrement, les spécialistes de la Mésopotamie, on les appelle pas les mésopotamologues, on les appelle les assyriologues, alors que la Syrie, c'est au-dessus de la Mésopotamie. Mais bon, c'est comme ça. Et donc lui était spécialiste de cette période, était spécialiste d'inscription, était spécialiste du déchiffrage de l'écriture cunéiforme. Cunéiforme, ça veut dire en forme de coin. Alors pour ceux qui ont une vague idée de ce que c'est, vous avez sûrement vu ça dans des documentaires ou sur des photos, dans des livres. C'est sur des tablettes en argile. Et il y a des petits traits qui forment un angle. Et c'est pour ça qu'on appelle ça cunéiforme, parce que c'était avec un bout de roseau. Sur des tablettes d'argile, on faisait des symboles en forme de coin et ça a donné l'écriture cunéiforme. Donc, on commence. Hein, à titre d'introduction, qu'est-ce que la Mésopotamie? Parce que l'histoire commence à Sumer. Qu'est-ce que Sumer? Alors, déjà, Sumer, ça se trouve où? Comme le dit le proverbe ou la phrase illustre, la civilisation est née entre les bords du Tigre et de l'Euphrate. C'est ce qu'on apprenait à l'école quand j'étais petit. Il y a plus de 4000 ans maintenant, même 5000 ans. Parce que on estime que Sumer, la civilisation sumérienne, c'est à peu près 3200 avant Jésus-Christ, au commencement en tout cas. Et donc c'est les premiers à avoir inventé l'écriture, cette fameuse écriture cunéiforme. Et c'était entre les rives du Tigre et de l'Euphrate, donc pour ceux qui n'arrivent pas à situer ces deux fleuves, c'est dans l'Irak actuel. Et donc c'était des plaines alluviales où il y avait des marécages, où il était assez facile de pratiquer aussi l'agriculture et l'irrigation. Donc ça fait partie aussi des premiers peuples qui ont inventé l'agriculture et la fameuse révolution néolithique, mais ça c'était il y a 10 000 ans. En tout cas, quand Sumer arrive, l'agriculture fait déjà partie du paysage, il y a des champs, il y a des villes, enfin c'est eux qui vont vraiment construire les premiers centres urbains importants et qui vont inventer l'écriture. Alors pendant longtemps, on ne savait pas si c'était eux ou les Égyptiens qui avaient inventé les premiers l'écriture. Et il y a quelques années, je sais pas, 2 3 ans, en tout cas j'avais lu dans un bouquin, j'avais écouté aussi dans une émission historique que finalement les Sumériens avaient gagné de peu, hein, de 100 ans. On estime que, en tout cas les plus vieilles traces d'écriture à Sumer, c'est moins 3200, alors que pour les premiers hiéroglyphes, c'est moins 3100. Et ce qui est fort, c'est que c'est deux créations originales. Elles ne se sont pas influencées l'une l'autre.
Alors après, il y a sûrement eu des contacts, mais en tout cas au début, ils ont inventé ça tout seuls comme des grands. Et c'est fabuleux en tout cas, hein, de voir que l'humanité elle était prête pour créer une écriture à peu près au même moment dans deux endroits différents. Donc Sumer, la Mésopotamie, parce que Sumer fait partie de la région qu'on appelle la Mésopotamie. La Mésopotamie, elle se constitue de deux régions. Au sud, c'est Sumer, au nord, c'est Akkad. Alors, à un moment donné, au début, c'était Sumer qui avait... parce que c'était pas euh, des pays comme aujourd'hui, c'était des régions qui étaient constituées de ce qu'on appelle des villes-États. Par exemple, comme à l'époque grecque, quand il y avait Athènes avec la Ligue de Dénos, Sparte et compagnie. Et donc par exemple, pour Sumer, il y avait j'ai parlé d'Uruk quand je vous ai fait un podcast sur Gilgamesh, justement la première œuvre littéraire de tous les temps. Et donc il y avait ces villes au sud, et juste au nord de cette région, il y avait une deuxième région qui s'appelait Akkad, et dans lesquelles il y avait Babylone par exemple, mais Babylone c'est bien après. Et il y avait Nippur, il y avait Adab, il y avait Kisura, il y avait Umma, et donc ces deux régions, ils font partie de la même civilisation, qu'on appelle la civilisation mésopotamienne, mais en réalité, il y avait une petite rivalité. C'est-à-dire qu'au début, ce sont les Sumériens qui avaient la langue, qui avaient le prestige, qui avaient l'autorité, qu'elle soit politique, sociale, technologique, religieuse. En tout cas, c'est eux, on va dire, qui ont fait germer cette civilisation. Et puis, on va dire, presque 1000 ans après, à partir de 2500 ans, c'est les Akkadiens qui ont pris le pas sur eux. Mais en tout cas, ils ont gardé leur écriture, ils ont gardé les mêmes formes sociales, parce que pour eux, la civilisation sumérienne était digne d'éloge et était exemplaire. Donc, qui sont les Sumériens et qui sont les Akkadiens? Parce que s'il y avait deux régions différentes, peut-être qu'il y avait deux peuples différents. Justement, selon notre ami Samuel, qui a bien étudié la question, et en fait, moi, c'est ça qui me fascine aussi, au-delà du fait que ce soit des peuples qui ont inventé l'écriture, c'est toujours les origines en fait. Moi, plus vieille est l'origine, plus vieille est l'histoire, plus ça me fascine. Par exemple, vous avez tous appris que on considère que l'histoire commence avec l'invention de l'écriture et qu'avant c'est la préhistoire. N'empêche que, comme l'écriture n'a pas été inventée au même moment partout, alors est-ce que c'est considéré par exemple là, il y a 5000 ans que l'histoire, comme le dit Kramer, commence à Sumer, mais au même moment par exemple en Europe où il n'y a pas d'écriture, ils sont encore à la préhistoire. Bah non, en fait, parce que eux aussi, à ce moment-là, ils ont amorcé leur révolution néolithique, et ils ont des formes sociales un peu plus évoluées, c'est plus des chasseurs-cueilleurs, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Donc est né le terme proto-histoire. Proto-histoire, c'est ce qui fait le lien entre la préhistoire et l'histoire. Et en réalité, euh, ça brasse quand même quelques milliers d'années selon les endroits où on se trouve. Et justement, moi, ce terme de proto-histoire, ce concept-là, ça me fascine parce qu'en réalité, ça englobe une diversité de peuples et d'endroits sur la Terre qui sont phénoménaux et qui sont fascinants parce que c'est pas ceux qu'on connaît le plus. Mais en même temps, ils sont mythiques. Comme je vous le dis souvent, moi j'aime bien les peuples des steppes, par exemple, là, les Scythes, les Sarmates, les Huns, mais j'aime bien aussi justement là, ceux d'Orient qu'on connaît pas, les Élamites, les Mèdes, les Sumériens, les Akkadiens, les Égyptiens, enfin bref. Je pourrais faire une liste qui s'arrêterait pas. Donc pour revenir à nos amis sumériens et acadiens. Selon Kramer, lui il pense qu'en réalité déjà dans cette région, avant les Acadiens et les Sumériens, c'est ça qui est fascinant, il y avait déjà un autre peuple qui en fait a dû amorcer cette civilisation. Alors est-ce que c'était un peuple entre guillemets endémique ou est-ce que c'était un peuple lui aussi qui venait d'ailleurs? En tout cas selon lui, il y avait une proto-civilisation mésopotamienne mais qui s'est fait très vite balayé ou en tout cas absorbé par un peuple qui venait de l'Est, qui sont les Sumériens. Par contre, on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Souvent, on considère que leurs plus proches voisins, c'est les Élamites. Alors, Élam, on en entend souvent parler quand on étudie l'histoire de la Perse, en réalité, de l'Iran actuel. Euh, quand Cyrus, là, le grand Achéménide qui a créé l'Empire perse, est arrivé, il y avait déjà les Élamites. Euh, Cyrus et les Perses, c'était des Indo-Européens. Par exemple, il y avait les Mèdes qui étaient arrivés avant eux, qui étaient aussi une tribu indo-européenne. Comme vous le savez, le concept indo-européen, ce serait... alors, avant, on disait aussi arien, mais malheureusement, comme ce terme a été récupéré
pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. On n'emploie plus trop ce terme, mais comme je l'ai expliqué une autre fois, à la base c'était un concept de linguiste. Au XIXe siècle, des linguistes allemands et anglais se sont rendus compte que le sanskrit euh, avait des ressemblances plus que bizarres avec la plupart des langues européennes. Et finalement, ils se sont rendus compte que, apparemment, elles étaient toutes originaires d'un rameau commun qu'on a remonté à un peuple qu'on a appelé Arya ou Arien, parce que Arya, ça voulait aussi dire le chef, le roi, peut-être le prophète. Et on estime que donc sur ces plateaux là de stépiques entre la mer Noire et l'Asie centrale, en gros, à un moment donné, il y a des peuples qui ont qui se sont mis en mouvement et qui ont envahi notamment le plateau iranien et l'Inde. C'est pour ça que les deux langues sont proches. Et ensuite, il y a eu les invasions entre guillemets indo-européennes pour l'Europe, par exemple avec les Celtes, etc. Donc, pour en revenir à la Mésopotamie, on estime donc qu'il y avait un peuple avant les Sumériens qui était là, entre ces deux fleuves. On ne sait pas d'où il vient. Est-ce qu'il vient du sud, est-ce qu'il vient de l'est, est-ce qu'il vient de l'ouest? On ne sait pas. En tout cas, on estime que les Sumériens, eux, sont venus de l'est. Peut-être du plateau iranien, parce que souvent, en plus, comme on le verra dans leur mythe, on se réfère souvent à une espèce de frontière un peu mythique qui serait les montagnes iraniennes. Par contre, les Akkadiens, eux, donc qui sont un peu plus au nord, ils seraient arrivés un peu plus tard, et eux, on sait que c'est un peuple sémite, parce que leur langue, l'akkadien, c'est une langue sémitique. Donc justement, déjà, comme pour les Indo-Européens, c'est un groupe linguistique différent. On sait à peu près d'où ils viennent, ils sont donc du Proche-Orient. Par exemple, aujourd'hui, les langues sémitiques qui restent, c'est l'arabe et l'hébreu, en gros. Et donc, eux, ils seraient arrivés à peu près de la péninsule arabique et de ce qui est aujourd'hui le Liban, Israël, la Palestine, tout ce coin-là. Mais à la différence des Sumériens, eux, ils seraient venus en plusieurs vagues. En fait, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le coin assez agréable, à la différence de la péninsule arabique. C'était entre deux fleuves, il y avait de l'eau. Les Sumériens avaient déjà fait un peu le travail apparemment de civilisation. Et donc, ils sont venus, ils ont un peu imité le système sumérien, ils ont construit leur ville. Mais comme ils avaient encore des relations, notamment commerciales et certainement familiales, parce que c'était des tribus, avec le Proche-Orient, bah, en fait, pendant peut-être 1000 ans, 1500 ans, ils ont eu un apport constant de population. Ce qui fait peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont pris euh, l'allant en fait sur les Sumériens au bout de quelques centaines d'années. Parce que les Sumériens ils sont arrivés en une fois, alors que les Akkadiens ils sont venus en plusieurs fois. Donc déjà ça nous montre un peu qui étaient ces peuples qui ont constitué les Mésopotamiens. Et donc pour en revenir au titre, l'histoire commence à Sumer. Comme je vous l'ai dit, pardon, comme je vous l'ai dit, ce coin-là, la Mésopotamie, il fait partie de ce qu'on appelle le croissant fertile, donc qui partait de là, du golfe Persique, et qui va en gros, ça fait un arc de cercle, ça passe en Irak, en Syrie, un bout de la Turquie, ça redescend vers la Méditerranée, le Liban, Israël. Maintenant, on incorpore aussi l'Égypte parce qu'il y avait le Nil et les crues du Nil. En tout cas, on estime que ce croissant fertile, ça a été l'origine de l'agriculture pour la première fois. On sait maintenant qu'il y a eu d'autres sites de ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire de l'invention de l'agriculture. On sait qu'il y en a eu en Chine, on sait qu'il y en a eu en Papouasie, par exemple, pour la patate douce. On sait qu'il y en a eu en Amérique, par exemple en Amérique centrale notamment, avec le maïs, avec les haricots, les courges. Et on commence à croire aussi qu'il y en a certainement eu en Afrique centrale, pour tout ce qui est le sorgho, le millet, hein, et peut-être aussi au Maghreb. On pensait longtemps en tout cas en Afrique du Nord, ça avait été comme en Europe importé du croissant fertile, mais bon, alors ça c'est à prendre avec des pincettes, mais il y a une école d'historiens qui pense que peut-être il y aurait eu dans l'extrême Maghreb là, une révolution néolithique originale, mais bon, c'est pas très grave. Tout ça pour dire que bien avant l'écriture et bien avant les Sumériens, euh, cette région avait été révolutionnaire juste dans le fait d'être la première à inventer l'agriculture, c'est-à-dire l'élevage et le fait de récolter des céréales et des légumes. Donc ça a été le terreau, c'est le cas de le dire, de la civilisation sumérienne. Ça a permis de se développer, comme vous le savez, le fait que
Il y a eu une agriculture, donc les chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés, il y a eu des excédents alimentaires, ce qui a fait que certains membres de ces peuples ont pu faire autre chose que justement se focaliser sur la cueillette et la recherche constante de nourriture. Donc ça a créé des formes sociales et politiques différentes, il y a eu une hiérarchisation plus importante de ces peuples. Donc ensuite c'est devenu, on estime qu'au début c'était des chefferies, et ensuite ça a été euh, plus des royautés, et ensuite presque des empires, quoi. Et c'est là que le phénomène urbain a commencé en réalité. Donc ça a commencé par des petits villages avec les champs autour, et ces villages se sont amalgamés. Bon, il y a sûrement eu des conflits, hein, il y a sûrement eu certains chefs de village qui ont voulu devenir chefs de plusieurs villages, donc ça a donné en tout cas la ville. Et là aussi, c'est une création originale, parce que c'est peut-être la première fois, en tout cas pour l'instant, on estime que c'est les premiers à avoir inventé les villes. Et donc là, parce que comme je vous l'ai dit, la révolution néolithique, ça date de 10 000 ans, à peu près, donc on va dire on est à moins 8 000, et il y en a qui estiment que peut-être là, dans ce coin-là, c'était peut-être même moins 10 000, pas très longtemps, donc après la fin de la dernière période glaciaire, c'est moins 12 000, que la révolution néolithique a commencé. Donc en tout cas, euh, pourquoi je vous dis ça? Oui, ça a fait que euh, à peu près à moins 3 200 là, on avait des vrais euh, gouvernements, des vrais villes-États structurés avec des armées, avec des artisans, avec des scribes, avec un clergé. Donc vraiment, toute la hiérarchie sociale et politique possible, enfin qu'on connaît même aujourd'hui, et qui était structurée. Donc il aurait fallu en gros 5000 ans pour passer d'un village avec un champ d'orge à côté, et à une ville comme Uruk, là, celle de Gilgamesh par exemple, avec une vraie royauté, des prêtres pardon, une structure étatique forte qui a imposé sa loi au peuple, une religion commune aussi, c'est important. On estime aussi que c'est avec la sédentarisation que les religions ont vraiment pris leur essor, sont vraiment nées. Alors bon, bien sûr, il y a beaucoup de théories sur ce point-là particulier. Il y en a qui disent qu'avant ça, c'était pas vraiment des religions, c'était des mythes, des mythologies, des croyances. De toute façon, comme on n'a pas de support écrit, on ne pourra pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Je vous ai parlé dans les conseils estivaux d'un auteur là, qui a sorti un livre, un chercheur au CNRS, qui a sorti un livre l'été dernier, justement sur ce thème, qui expliquait en fait tous les mythes préhistoriques, et qui essayait de voir si c'était des religions ou pas, si on pouvait comprendre leurs mythes. C'est un livre qui s'appelle La caverne originelle de Jean-Loïc Lequelec. Et il y avait aussi L'aube des mythes de Julien Duy. Lui, il a inventé l'équivalent de la phylogénétique, mais pour les mythes justement. Et c'est super intéressant parce que ça donne un regard justement sur les croyances, pas des premiers hommes, parce qu'en réalité ça fait que 10 000 ans, 12 000 ans, ça remonte pas au-delà de la dernière glaciation. Mais en tout cas, ils sont quand même proches de nous en réalité, parce que, comme vous le savez, Sapiens, c'est un peu plus de 300 000 ans, et pendant longtemps, en fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On sait qu'il est sorti d'Afrique, qu'il s'est baladé un peu partout, qu'il s'est hybridé avec les Denisoviens, avec les Néandertaliens, et qu'à la fin, il restait plus que lui, et que finalement, il a créé des sociétés un peu partout sur le monde, qui étaient très différentes au début, mais qui maintenant sont assez homogènes. Donc pour en revenir à Sumer, à ce moment-là, donc à peu près 3200, ils inventent, en plus de tout ça, en plus de la ville, de l'agriculture, de l'État, des armées, tout ce que vous voulez, ils inventent l'écriture. Et là, ça change tout. Parce que justement, avec l'écriture, commence l'histoire, et commence la possibilité d'avoir des preuves, des sources, pour comprendre comment vivait ce peuple. Et donc ce qui est fort avec, pour en revenir au livre en lui-même, parce que j'ai fait une petite digression, avec l'histoire comment ça Sumer, c'est que la façon dont va nous brosser l'histoire des Sumériens, là, Kramer, en fait, c'est que en fonction des tablettes qu'il a découvert, parce que le truc c'est qu'en fait il a fait un travail de détective en réalité. Lui il était, comme je vous l'ai dit, archéologue, historien, il était déchiffreur, traducteur, prospecteur, et en plus de son travail sur le terrain, dans les différents sites irakiens,
Il a, il a aussi fait, parce qu'il y avait un paléontologue qui disait, il y a deux endroits pour faire de grandes découvertes en archéologie ou en paléoanthropologie, c'est euh, le terrain bien sûr, hein, creuser dans le trou, enfin creuser dans le trou, faire des trous dans le sol et en espérant qu'on trouve quelque chose d'intéressant, et sinon c'est dans toutes les collections des musées du monde, parce que en réalité les trois quarts des collections dorment dans des tiroirs, n'ont pas été étudiées, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu les budgets, etc. Donc par exemple il n'y a pas longtemps j'ai appris qu'il y avait un paléontologue qui avait découvert en fait une nouvelle espèce euh, Homo dans les tiroirs d'un musée en Afrique du Sud, je crois. Donc c'est fabuleux. Et donc lui, en fait, il a fait la même chose. Une partie de son travail, c'était de faire des vraies fouilles, et une autre partie, c'était d'aller chercher dans toutes les collections des musées du monde, parce que, vous savez, c'était au tournant du 19e et du 20e, les premières découvertes, et à l'époque, c'était des pays colonisés, donc, comme la plupart de tous ces pays, euh, tous les trésors archéologiques se sont divisés dans tous les musées occidentaux, en gros. De New York à Londres, de Paris à Berlin, voire en Turquie pour les plus proches. Mais en tout cas, au bout d'un moment, il était renommé pour ça et il a fait des découvertes monumentales et il a déchiffré des tablettes que personne n'avait réussi à déchiffrer dans les musées. Donc ça lui a permis de constituer un corpus assez important et de pouvoir déterminer des thèmes dans les tablettes qu'il découvrait. Alors, par exemple, une fois qu'il a fini son introduction, qui nous explique ce qu'est Sumer, ce qu'est Akkad, etc., il commence par le début. Donc, c'est des chapitres assez courts. Et par exemple, c'est à chaque fois le premier quelque chose, puisque ça débute à Sumer. Alors, le premier chapitre, par exemple, c'est les premières écoles. Ah, donc, il nous donne l'exemple de tablettes qu'il a découvert, où en fait, ces tablettes, c'est l'équivalent d'ardoises d'écoliers, quoi, des écoliers qui faisaient des lignes pour apprendre à écrire, en réalité. Et c'est super émouvant parce qu'on se rend compte que l'école c'est la même depuis toujours quoi. Et une petite aparté aussi, un truc qui est super intéressant en fait, parmi les trois premières tablettes qu'on a découvertes d'écriture cunéiforme, les deux premières en fait c'était des comptes rendus administratifs de comptabilité agricole, combien il y avait de tonnes de blé, etc. dans les silos. Mais la troisième c'était quoi? C'était un dialogue entre deux vieux qui disaient déjà il y a 5000 ans c'est pas possible, il n'y a plus de respect, les jeunes c'est pas comme nous, ils font pas comme nous, ils respectent pas les anciens. En tout cas, c'est incroyable. La phrase sempiternelle que tous les vieux disent depuis toujours, bah en fait, elle était déjà retranscrite sur une tablette d'il y a 5000 ans. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'était juste un petit aparté pour vous dire qu'en réalité, l'être humain sera toujours le même. Et donc ça commence comme ça, donc les premières écoles, vie d'un écolier, on a même une tablette où il y a un écolier, il dit que c'est le premier exemple de Lèche, euh, qui, qui fait un texte pour son professeur en lui expliquant qu'il est très honoré d'être son élève parce que c'est le plus grand professeur de la ville et qu'il a une notoriété incroyable et qu'il est sûr qu'avec lui il deviendra le plus grand clerc possible. Et donc il n'y a que des chapitres comme ça qui suivent, et ce qui est intéressant, c'est que à travers ça, on voit la société sumérienne un peu se dégrossir et comprendre comment elle fonctionne. Et donc, par exemple, quand je vous parlais de Gilgamesh la dernière fois, on a découvert des tablettes où il y a deux listes de rois. Et ce qui est marrant, c'est que déjà à l'époque, ils ont fait une liste de rois mythologiques et une liste de rois réels. Donc, est-ce qu'ils faisaient la différence entre la mythologie et la réalité, ou est-ce que pour eux c'était la même chose et qu'à la fin les rois devenaient des dieux? En tout cas, pour l'exemple de Gilgamesh, on était sûr qu'il avait existé parce qu'il était le troisième dans la liste des rois historiques, et qu'il était écrit que c'était lui qui avait euh, construit les murailles de la ville et qui avait défendu la ville, qui avait eu une grande victoire. Mais ensuite, on se rend compte aussi qu'il fait partie de la liste des dieux mythiques parce qu'il a été divinisé. Et c'est le premier exemple qu'on a de roi divinisé. Alors bien sûr, après, on en a eu plein dans l'histoire, hein. Ne serait-ce que les pharaons à côté, qui étaient des dieux vivants. Après, il y a eu le culte de l'empereur à Rome, et le fils du ciel en Chine, que sais-je. Mais c'est la première fois, en tout cas, qu'on a une source qui montre qu'un roi, de par ses prouesses guerrières et la légende qu'il a laissée derrière lui, atteint le statut divin.
Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est le premier roi divinisé. En plus d'être le premier personnage d'une histoire littéraire, parce que pareil, on a découvert aussi en plusieurs tablettes l'histoire de Gilgamesh. Ça, c'est fantastique. Il y a deux histoires. Il y a l'histoire où il part avec son ami Enkidu dans le pays des cèdres pour se battre contre un démon. Et il y a l'histoire où quand son ami meurt, justement, il se rend compte de sa propre mortalité et qu'il part à la recherche euh, de l'immortalité. Il veut vaincre la mort. Et cette fois-ci, il va à l'est. Et c'est là aussi qu'on voit un peu la conception qu'avaient les Sumériens du monde. Ils savaient qu'à l'ouest, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban, quoi, la forêt des cèdres. Et c'est marrant parce que encore aujourd'hui, on parle des cèdres bleus du Liban. Sur le drapeau libanais, il y a encore un cèdre. Et c'est marrant parce que cette forêt, elle devait être immense en fait à l'époque. Parce qu'on a aussi des sources qui montrent que les Égyptiens, très tôt, ils ont conquis ce coin et que pour eux c'était vraiment. Parce qu'il n'y avait pas d'arbres quasiment en Égypte, hein. C'était le désert, il y avait que le Nil. Donc ils avaient besoin de bois. Et ils ont rasé des centaines de kilomètres carrés pour amener du bois et ils le ramenaient notamment de ce qui est aujourd'hui le Liban. Et par exemple, dans l'histoire de Gilgamesh, à un moment, on se rend compte que un des personnages, je crois que c'est le démon là, qui dit mais ma forêt, vous n'arriverez pas à vous en sortir, elle fait 600 kilomètres de long. Enfin, l'équivalent de 600 kilomètres d'aujourd'hui. Et bon, elle devait être même plus grande, mais parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un coin qui est presque désertique et que de toute façon, les cèdres, il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est marrant parce que justement, comme au sud c'était le désert, à l'est c'était le plateau iranien qui était plutôt rocailleux, bon, la Mésopotamie, le fait qu'ils aient irrigué, qu'ils aient planté, ça, ils devaient avoir la végétation, mais c'était pas des forêts non plus, c'était semi-désertique en réalité. C'était quand même aride. Et donc elle est mythique cette forêt depuis le début, depuis l'aube des temps. Cette forêt de cèdre bleu là. Et donc pour eux, à l'ouest il y avait ça, là, cette forêt mythique. Et à l'est il y avait justement ce qui allait devenir le monde iranien. Et pareil, pour eux, ils en avaient une certaine connaissance, mais pas non plus trop poussée. Parce qu'il y a toujours cette chaîne de montagnes là dont il parle, qui est presque un horizon ultime, et derrière on sait pas trop. Alors après on sait justement qu'il y a peut-être eu des contacts entre, mais peut-être plus par le golfe Persique. Alors on sait pas trop si eux ils- ils avaient développé une science maritime, parce que déjà le rivage n'était pas le même. C'est comme par exemple en France avec la Camargue, quand Saint-Louis par exemple a pris son bateau pour aller faire les croisades. Aujourd'hui, en fait, c'est à l'intérieur des terres parce qu'avec les alluvions du Rhône, la terre a avancé sur la mer. Bah, c'est pareil dans le golfe Persique. Là, les deux fleuves ont déversé tellement d'alluvions qu'il y a plusieurs dizaines de kilomètres en plus. Et le cours des fleuves a changé. Mais en tout cas, peut-être ont-ils eu des contacts avec ce qui était l'Iran actuel ou peut-être même l'Inde, mais ça c'est vraiment hypothétique. En tout cas, de toute façon, ils n'en avaient pas besoin parce que leur monde était tellement, enfin, comment dire, leur zone d'influence, la Mésopotamie, Akkad et Sumer, c'était tellement dense déjà, ils étaient tellement fixés là-dessus, ils se battaient tellement entre eux aussi, parce que c'était des villes-États et souvent ils se battaient entre eux aussi, pour savoir qui allait avoir la prééminence sur les autres villes. Donc en fait, je pense pas qu'ils aient eu le temps d'explorer beaucoup, en tout cas pas au début. Et donc pour en revenir à ça, il y a eu aussi le premier almanach du fermier par exemple, parce que comme c'était une société agraire, agricole, bah, la base de leur culture, c'était quand même le travail de la terre, quoi, les moissons, les récoltes, le fait de planter. Donc pareil, dans les fêtes qu'ils ont, c'est beaucoup des fêtes liées aux récoltes et aux moissons. C'est lié aussi ce qui faisait pousser. Il y a beaucoup d'orge. C'est les premiers à avoir fait de la bière, avec les Égyptiens, pareil, avec l'orge là. Il y a aussi le premier panthéon. Alors, en ce moment, je vois des fois sur les réseaux, sur internet, on parle beaucoup des Anunnaki. C'est devenu à la mode, il y en a même qui disent. Enfin, après, c'est devenu la nouvelle mode, hein, c'est comme les crânes de cristal à une époque, ou je sais pas, les petits gris avant, les extraterrestres. Enfin, ça en devient risible même. Tout le monde parle de ça en ce moment, mais à la base, les Anunnaki, cette terminologie, en fait, c'est le panthéon sumérien. Alors, il y a par exemple Enlil, le dieu du vent, An, le dieu du ciel, il y avait ce qu'elle allait donner Ishtar. Et ce qui est marrant, c'est que
on se rend compte quand on étudie ce panthéon qu'en réalité, c'est peut-être plus ça qui a influencé justement les Grecs après. Parce que souvent, on pense que les Grecs avaient comme horizon ultime de civilisation la civilisation égyptienne. Bon, c'est vrai, elle était en phase 2, et, ils l'avaient connue, et Hérodote par exemple en parle dans ses voyages. Et certainement que ça a été un exemple pour eux, parce que de toute façon elle était encore vivante, cette civilisation, au moment où les Grecs ont pris leur essor. Mais en fait, on se rend compte que la façon de penser sumérienne, la façon dont ils ont établi leur panthéon, euh, même en fait l'écriture, elle a fait un détour, mais elle est restée cunéiforme longtemps. Je vous disais, les Akkadiens, après, même si c'était pas la même langue, ils ont gardé ce modèle d'écriture. Mais à un moment donné, quand ça a atteint justement les rivages de la Méditerranée, vous savez, c'est les premiers, c'est les Phéniciens, qui en ont eu marre des coins et qui ont commencé à faire un véritable alphabet. Et c'est cet alphabet phénicien dont les Grecs se sont inspirés. Ils ne sont pas inspirés des hiéroglyphes, ils sont inspirés de l'alphabet phénicien qui découlait de l'alphabet akkadien et sumérien. Et en fait, avec justement cet alphabet, cette écriture, et les mythes aussi que- qu'ils ont transportés, on se rend compte que euh, les Grecs ont sûrement dû être influencés vraiment beaucoup par Sumer et Akkad, ne serait-ce que par les Hittites qui sont venus après. Vous savez, l'Empire hittite, bon, c'était bien après, hein, mais par exemple, quand on dit la guerre de Troie, Troie en fait, c'était donc sur la côte ouest de ce qui est aujourd'hui la Turquie, mais selon toutes les connaissances actuelles, c'était une ville vassale de l'Empire hittite, qui était, on va dire, dans la Turquie que l'Anatolie d'aujourd'hui. Et ne serait-ce que par ça, on sent bien que, parce que même les Hittites, pareil, hein, leur écriture, leur dieu, leur société, c'était une société moyen-orientale, on va dire. En tout cas, elle s'inspirait beaucoup de ce qui se passait là, en Mésopotamie. Après, bien sûr, eux, comme les autres, ont subi les invasions, ce que je vous disais, indo-européennes. Là, il y a eu les Cimériens, il y a eu les Scythes, il y a eu les Sarmates, il y a eu tous ces peuples stépiques là qui sont venus et qui parfois étaient des mercenaires pour leur roi, parfois venaient ravager tout, parfois essayer de prendre le pouvoir. Donc il y avait aussi un mélange, mais bon, c'était peut-être moins un mélange culturel qu'un mélange par le sang. En tout cas, moi, ça m'a vraiment intrigué, cette histoire d'héritage culturel sumérien par rapport à la Grèce, parce que vous savez, en France, on dit toujours que c'est la Grèce qui est à l'origine de la civilisation occidentale, la Grèce puis les Romains. Ils oublient qu'ils doivent autant aux Germains et aux Arabes, par exemple. Mais bon, c'est un autre, un autre sujet. Et, par exemple, ne serait-ce que dans cette conception de la démocratie. Un des chapitres là de l'histoire commence à Sumer, c'est le premier parlement. Alors justement, nous on a une image plutôt entre guillemets tyrannique de ces villes-États là. On imagine un roi tout-puissant, du genre du Gilgamesh là, et quand il a envie de faire la guerre, il somme ses troupes, tout le monde doit suivre, et il va faire la guerre à la ville d'à côté, voire au pays d'à côté, il traverse le fleuve et il met tout à feu et à sang, puis s'il réussit, il fait un petit empire. Mais en fait, justement, par rapport aux épigraphes là, qui ont travaillé comme des fous pour décrire ce qu'il y avait sur les tablettes, on se rend compte que justement à Uruk par exemple, pendant la troisième dynastie d'Uruk, euh, il est fait mention d'un parlement. Alors bien sûr, c'est pas un parlement du peuple. Et en Grèce non plus, c'était pas un parlement du peuple. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il fallait être un aristocrate et il fallait avoir de l'argent, et il fallait pas être une femme, il fallait pas être un esclave, il fallait pas être un métèque, enfin, beaucoup de choses. Bref, en tout cas, entre guillemets, les pères de la nation, en gros les aristos, quoi, avaient leur mot à dire. Il y avait un conseil des grands qui se réunissaient en parlement et qui pouvaient contester ou en tout cas discuter les décisions du roi. Donc déjà pareil, hein, 5000 ans en arrière, on pensait pas forcément qu'il y avait une forme de discussion, voire de démocratie, quoi, à Sumer. Donc voilà, déjà, ça nous montre que beaucoup d'idées qui ont été reprises au cours de l'histoire et qu'on pense modernes, était déjà là, soit embryonnaire, soit déjà à l'état brut, était déjà à Sumer. Et c'est pour ça qu'en fait Sumer fascine tellement, c'est qu'on y retrouve tous les concepts civilisationnels modernes. Comme je vous le dis, bah, y a l'école, il y a la démocratie, il y a la hiérarchie politique, il y a la religion. Pour ce qui est de la religion, pareil.
Il faut parler de Gilgamesh. Dans son deuxième voyage, à la fin, il rencontre l'équivalent de Noé. Et la plupart des historiens des religions, des historiens tout court, estiment que cette figure là, du proto-Noé, là, c'est celle en fait qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que pareil, de par cette écriture là, cunéiforme, et de par la proximité des Akkadiens, que je vous le répète, était un peuple sémite, et qui, pour nombre d'entre eux, sont redescendus dans ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, avec justement leur mythe, leur religion, en fait, jusqu'à il y a à peu près 1500 ans ou 1200 ans, on retrouve encore beaucoup de mythes de l'époque sumérienne dans les religions akkadiennes qui deviennent ensuite araméennes, qui deviennent ensuite hébreuses, proto-arabes, nabatéennes, euh, tous ces peuples sémites. Et Noé, c'est celui dont on se souvient le plus parce que il a eu du succès, Noé, ensuite. Le déluge, là, qu'il y a dans l'Ancien Testament, quand on lit justement là, dans le livre de Cramer, on a un extrait du déluge, justement, bah, c'est quasiment la même histoire que dans l'Ancien Testament. Il y a Noé qui est choisi, enfin Noé, le Noé sumérien qui est choisi par Enlil, là, et il doit prendre des couples d'animaux, les mettre dans un bateau, il doit pas prendre ceux qui ont péché, entre guillemets, il doit les laisser se noyer. Ensuite, quand il y a eu 40 jours de pluie, il envoie des oiseaux, comme dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce qu'il y ait une colombe qui ramène le fameux rameau d'olivier. En tout cas, tous les épisodes sont respectés. Alors après, il y a deux théories. Les historiens, entre guillemets les scientifiques, bah, ils voient juste une histoire des religions, comment un mythe se transmet d'un peuple à l'autre et comment justement les peuples se l'adaptent, se l'accaparent, le transforment, etc. Et pour ceux qui croient vraiment, bah, en fait ils disent bah ouais, c'est normal, puisque de toute façon nous on sait que, euh, comment dirais-je, Dieu a envoyé des prophètes depuis la nuit des temps et que après c'est juste les hommes qui ont modifié les écritures. Donc en fait ça marche dans les deux sens. C'est cool qu'on soit entre guillemets super matérialiste et juste adepte des faits, bah ça marche. Et si on est croyant, ça marche aussi. Donc voilà, nouvelle, j'allais dire pas aparté, épisode dans l'histoire sumérienne. Je peux vous donner encore d'autres exemples, hein. On a aussi le premier arrêt de tribunal. Alors souvent on parle d'Hammurabi. Hammurabi c'était un roi babylonien parce qu'on a les lettres d'Hammurabi et le code d'Hammurabi qui expliquait justement, on l'a retrouvé, les peines pour les voleurs, pour les adultères, etc. D'ailleurs, Hammurabi c'est le même coin, hein. C'était un dieu. C'était un roi babylonien, donc Babylone c'est la Mésopotamie, c'est un héritier direct de Sumer. Mais là, on a une tablette d'un arrêté de justice qui date de l'époque de Sumer, donc comme je vous le dis, on va dire du troisième millénaire, quoi. Et donc on voit qu'à l'époque, il y avait des tribunaux, des juges, l'équivalent, on va dire, d'avocat, mais il fallait bien, on va dire plutôt de représentant euh, de la personne qui se faisait comparaître en justice. Et bien sûr, il y avait un représentant du pouvoir qui était politico-religieux, quoi, les grands prêtres, le roi, parce que souvent le roi c'était aussi le grand prêtre de la cité. Et on a la preuve que donc, comme je vous le disais, il y avait tous les attributs de la cité moderne dans les cités sumériennes. Il y avait justement la religion, les temples avec les prêtres, il y avait le pouvoir exécutif avec le roi, et il y avait le pouvoir judiciaire. Bon, bien sûr, le pouvoir judiciaire il émanait du roi, il n'y avait pas la séparation des pouvoirs, mais en tout cas, on avait des tribunaux, il y avait des codes à respecter, il y avait des règles, il y avait des lois. On a aussi le pouvoir militaire, il y avait des casernes justement, on voit aussi les premiers textes relatifs à l'armée, quand il faut justement lever l'impôt pour l'armée, quand il faut... Ah oui, et il y avait l'impôt. On a, entre guillemets, les premières fiches d'impôt. On a la manière dont fonctionnaient les envoyés du roi pour aller prélever l'impôt. Et, et on sait à peu près qui devait payer quoi. Bon, comme je vous le disais, comme c'était des sociétés agraires, souvent on payait en nature. Mais on a des listes justement de qui devait payer combien je sais pas, de quintaux d'orge, de blé, de mil, etc., de lentilles.
euh, et à quel moment ça se faisait dans l'année. Donc, c'est des États modernes en réalité. Et c'est ça qui a étonné beaucoup, justement, d'épigraphes et d'archéologues qui se sont penchés sur la question sumérienne, c'est que quand ils ont découvert ces villes, ils se sont bien rendus compte que c'était vraiment des centres urbains importants et qui étaient construits, il y avait une vraie architecture. Bah ça encore, voilà, pareil. Ils ont découvert Uruk, Akkad, etc., ils se sont rendus compte que c'était aussi des villes qui étaient élaborées architecturellement. C'était pas juste des maisons en pisé. Alors bien sûr, il y en avait dans les quartiers populaires, mais il y avait des palais, par exemple ce qu'on appelle les ziggourats, les fameuses ziggourats, là, ces espèces de pyramides en étage là avec des grandes rampes. Alors bien sûr, la plupart du temps on les associe à Babylone, mais on avait déjà à Sumer. Donc ça montre que voilà, c'était des États modernes il y a 5000 ans, un peu plus de 5000 ans. Et pour l'instant, c'est les plus vieux dont on ait connaissance. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire commence à Sumer. Et je peux encore vous donner deux ou trois amuse-bouches si vous avez vraiment besoin encore d'arguments pour lire ce livre. Euh, Il y a les premières réformes sociales. On a une tablette qui explique justement par rapport aux impôts que les gens étaient mécontents et qu'il y a eu une réforme de l'impôt. En fonction justement du mécontentement des gens et le fait que apparemment ils ont vraiment eu peur d'un soulèvement populaire, ils ont accepté de faire des réductions d'impôts aux agriculteurs, aux artisans. Parce que pareil, on a aussi des tablettes qui expliquent qu'il y avait un fort taux d'artisanat. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a de la chance, on a beaucoup de tablettes qui sont autres que des tablettes administratives, comptables, etc. Mais mine de rien, c'est une mine d'informations, là, toutes ces tablettes administratives, que ce soit justement la comptabilité pure du palais ou de l'impôt, que ce soit justement les services administratifs du roi, comment ça fonctionnait, que ce soit, comme je vous l'ai dit au début, les services de l'école, de l'éducation. Tout ce qui est purement administratif, en fait, c'est 80% des tablettes. Parce que, en réalité, l'écriture, elle est née pour ça. Justement, là, les premiers épigraphes qui sont penchés sur le sujet, ils sont rendus compte que, ok, on dit que l'écriture, là, elle est née il y a 3200 ans avant Jésus-Christ, mais ils se sont rendus compte qu'en réalité, pourquoi elle est née? Au-delà même du fait que le roi avait besoin d'un moyen de contrôle sur ces sujets et d'un moyen d'établir des lois, un moyen juste qu'on se rappelle justement de ce qui avait été édicté, c'est que les premiers en réalité, comme d'habitude, ça n'a pas été les rois, ça n'a pas été les prêtres. Pourtant, on aurait pu se dire que les prêtres avec la religion, mais bon, il y avait une tradition orale depuis la nuit des temps. Les premiers, en fait, c'est des commerçants. On s'est rendu compte que justement, les premiers commerçants qui partaient du golfe Persique, là, de l'entre-deux-rives, la Tigre-Euphrate, surtout aux côtes méditerranéennes, là, pour le trafic de bois notamment, au bout d'un moment, comme ils ne parlaient pas la même langue et qu'ils avaient besoin de fixer des prix, ils ont mis un code au point entre eux pour déterminer justement quels étaient les prix, quelles étaient les matières premières et pour qu'ils arrivent à se comprendre directement. Et c'était juste des symboles au début, des symboles sur des tablettes en argile ou des fois avec du charbon de bois sur des pierres. Et au bout d'un moment, tous les commerçants avaient recours à ce code. Et en réalité, les premiers clercs, les premiers peut-être serviteurs du roi ou vizirs, ou ministres, etc., ou comptables, ça a dû être des comptables, bah, qui ont eu l'idée en fait d'adapter ce type de code pour en faire une écriture, bah, c'est parce qu'en fait ils ont compris le besoin. Ils ont compris que ça répondait réellement aux besoins de gestion, tout simplement. Et donc, comme souvent, c'est un besoin bassement matériel qui a donné même la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est-à-dire l'écriture et donc la lecture. Et donc c'est donc des commerçants. Des commerçants qu'on avait marre de parler avec les mains et d'essayer de se faire comprendre et de négocier pendant des jours pour acheter du bois, du cuivre, de l'étain, j'en sais rien, et on leur doit l'écriture en fait. C'est pas mal ça aussi. C'est pas mal comme information. La plupart des gens auraient pensé justement que c'était peut-être les prêtres qui auraient mis au point l'écriture au début, parce que ça allait leur faciliter la vie. Mais non. Bon, ensuite, hein, les prêtres de Sumer, ils se sont donné à cœur joie parce qu'on a un panthéon de dieux incroyable. Euh, Au début, les plus importants, il y en a à peu près 50, mais ensuite, c'est un peu sur le modèle indien, quoi, et ça s'arrête pas.
Et pareil, on a aussi la première cosmographie ou cosmogonie, euh, la première représentation de l'univers. Ça, c'est pas mal aussi pour comprendre un peu leur représentation du monde. En fait, eux, ils voient l'univers comme une espèce de sphère euh, autour duquel il y aurait un océan primordial qui bouge pas, une mer primordiale. Et dans cette sphère, en fait, le haut, c'est le ciel, qui s'appelle An. C'est pour ça qu'ensuite le dieu du ciel va s'appeler An. L'enfer, en dessous, c'est Cour. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'océan terrestre, c'est Abzu. Et cet océan entoure la Terre qui s'appelle Ki. Alors au début, c'était vraiment une représentation physique. Et comme souvent, cette représentation, voilà, j'ai du mal à parler, pardon, cette représentation physique a donné la base du panthéon de leur religion. Et ils l'ont divisé, et donc en fait, les premiers dieux, c'est An, le dieu du ciel, euh, Cour, le dieu de l'enfer. Enfin, Cour, c'est surtout resté quand même un lieu. Parce que quand on voit les tablettes, quand on parle de Cour, on parle vraiment de l'enfer. Mais en tout cas, ils ont personnalisé, comme dans toutes les autres mythologies. Et ce qui est bizarre par contre, c'est que An, au début, c'était le dieu principal, c'était l'espèce de Zeus, mais assez rapidement, ça a été Enlil, pardon, qui est le dieu du vent, en réalité, qui est devenu le grand dieu et le roi du Panthéon. Alors bon, c'est une évolution qu'on voit aussi dans pas mal d'autres cosmogonies, mais tout ça pour vous dire que cette représentation-là, on la voit dans plein de tablettes, et justement, ça nous explique pour la première fois comment un peuple a élaboré une religion, ou en tout cas une mythologie ou une cosmogonie, parce que j'ai vu récemment là que beaucoup d'historiens euh, estimaient qu'une mythologie n'était pas une religion. Que pour eux, les religions, c'est ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Même si c'est des religions polythéistes, comme par exemple l'hindouisme, mais ils estiment que justement ce qu'avaient les Grecs ou les Romains ou là les Sumériens, on considère pas ça comme des religions, on considère ça comme des mythologies. Bon, je veux bien, ils ont sûrement des arguments et je les ai écoutés leurs arguments. Mais moi je pense que de toute façon c'est juste l'expression d'un besoin que l'homme a depuis le début, c'est-à-dire de se raconter une histoire sur son origine et l'origine du monde. Donc de toute façon, d'appeler ça une mythologie, une religion, c'est la même chose. Les mecs à l'époque, ils avaient peut-être une mythologie, mais ils faisaient des sacrifices, ils y croyaient. Et pareil, il y a les premiers poèmes, la plupart des poèmes c'est par rapport aux dieux, la plupart des noms qu'ils avaient à l'époque, c'est toujours le nom de Dieu avec, par exemple, serviteur de tel Dieu ou tel Dieu est beau, tel Dieu est grand, comme on a aujourd'hui parfois, hein. Par exemple, je le disais là dans le podcast de René Caillé, là, par exemple en arabe, Abdellah, ça veut dire le serviteur de Dieu. Encore aujourd'hui, donc dans certaines religions, c'est toujours par rapport à Dieu qu'on donne des prénoms. Donc dire qu'il y a une différence entre une mythologie et une religion, après, hein, je suis pas professeur d'histoire, je suis pas archéologue, hein, mais certainement. Hein, pour faire simple, on va dire certainement. Donc voilà, si je vous énumère tous les chapitres, à la fin, vous aurez plus envie de nous lire, hein. Mais bon, il y en a beaucoup, des chapitres, et je peux vous en donner encore quelques-uns, hein. Par exemple, il y a la première légende de résurrection. Ah, il y a la première mise à mort d'un dragon. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que, pareil, ce thème du dragon, cette espèce de monstre là, mythique, qui on le sait maintenant est vraiment commun à tous les continents. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un historien qui a écrit un livre sur l'histoire des dragons et d'un point de vue vraiment historique et mythologique. Moi je savais qu'il y avait une version asiatique des dragons et qu'il y avait la version européenne, mais depuis peu de temps là je sais qu'il y a aussi une version justement moyen-orientale là, qui est vraiment aussi une espèce de dragon. D'ailleurs quand on voit certaines stèles ou bas-reliefs, ça ressemble, hein. Bon, c'est un peu à l'asiatique, hein, un peu presque une tête de lion. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y avait aussi des dragons en Amérique, surtout en Mésoamérique. Euh, et donc ça, pareil, c'est comme les pyramides, c'est comme il y a certains tropes, là, certains sujets qui sont communs à l'ensemble de l'humanité. Et donc il y a la première mise à mort d'un dragon. Alors, comme ça, vous savez qu'il n'y a pas que Gilgamesh, hein. Et il y a plein d'autres histoires sumériennes. Et je vous enjoins ardemment à faire connaissance de cette culture, avec cette culture multimillénaire. Bon, ouais, ça fait 50 minutes.
J'ai peut-être bafouillé un peu, mais en tout cas, je fais un peu plus d'efforts. Je sais pas si vous le voyez dans les podcasts, de préparer un peu plus. Bon, c'est pas super préparé encore, hein, parce qu'il faut que je me donne du temps pour ça. Mais au moins, je le fais avec le livre sous les yeux et j'essaie un peu de faire le point dans mes souvenirs quand ça fait longtemps que j'ai lu un livre. Par exemple, celui-là, ça fait un moment. Mais en tout cas, si vous avez un livre à lire sur la Mésopotamie, en tout cas sur Sumer, lisez celui-là, hein, parce qu'il y a tout. Après, par exemple, en France, on a un spécialiste de la Mésopotamie qui s'appelle Jean Bottero, qui a écrit un livre justement qui s'appelle Mésopotamie, qui a écrit Au début étaient les dieux, qui a écrit, je sais plus, je crois, Histoire de la Mésopotamie ou La première religion. En tout cas, Jean Bottero, c'est un historien des religions, hein, mais il est spécialisé à fond sur ce coin. Et c'est vachement trouvable, en tout cas, comme bouquin. Tout est édité en poche, et, chez Folio, pour la plupart du temps. Et n'importe où c'est trouvable. Et si ça vous intéresse encore plus, la Mésopotamie, si vous avez envie de gratter, d'aller même après dans la Babylonie, dans la Syrie, etc., je vous parle souvent d'une collection chez Belin qui s'appelle Mondes Anciens, et qui est fantastique. Le dernier là qui est sorti, c'est Les Peuples du Nord, de Frodi à Harald l'Impitoyable. Je l'ai acheté même s'il coûte 50 balles, je m'en fous. Je dis souvent que c'est cher, mais là, les Mondes Anciens, je les achète tous. Je vais chez Gibert, je vends des conneries, je prends un bon et j'achète direct. Et donc, il y a à peu près 2 ans ou 3 ans, il y a celui sur la Mésopotamie qui est sorti, et lui, il est complet. Comme je le dis souvent, si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, si vous n'avez pas envie d'acheter 10 livres sur le même sujet, achetez un monde ancien sur un thème, et vous avez tout en fait. Et ce qui est fort, c'est que c'est actualisé. C'est les dernières études en date, et avec ça, vous êtes un monstre. Vous connaissez une grosse partie de ce qu'il faut savoir, en tout cas en tant que amateur d'histoire, hein. Bien sûr, vous ne serez pas historien, mais vous aurez de solides connaissances. Bon, bah, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Je sais que par moments j'ai bafouillé, je sais que parfois je perds un peu le rythme, et peut-être que je parle un peu plus lentement. J'avais jamais réécouté mes podcasts et hier je me suis dit, tiens, peut-être c'est une des raisons pour lesquelles j'arrive pas encore à percer, c'est peut-être que, je sais pas, j'ai une sale voix ou je parle bizarrement. En fait, j'avais jamais écouté à part le premier, c'était pour voir si ça marchait. En fait, c'est pour des raisons techniques. Et bizarrement, en fait, ouais, je les balance sur le, sur le web là, sans vraiment écouter. Et j'ai vu que dans certains épisodes, parfois, presque, on a l'impression que je m'endors. Mais en fait, c'est pas que je m'endors, c'est souvent, comme j'ai pas de temps, je fais des podcasts la nuit, des fois vraiment tard. Et donc, parfois, sans le vouloir, je suis peut-être un peu éteint. Et sinon, c'est juste, je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis vraiment crevé de nature. En tout cas, soyez indulgents, c'est le début. Et je sais pas combien de personnes m'écoutent. Mais encore une fois, si vous avez trouvé ne serait-ce qu'un petit intérêt à cet épisode en particulier, à ce podcast en général, essayez de le faire vivre, essayez de le partager, essayez de mettre des pouces, des étoiles, parce que franchement, c'est super dur de percer, quoi. Moi, j'ai juste envie de partager avec le plus de gens possible. Voilà, bah, j'espère qu'on se donnera rendez-vous à Sumer, hein, qu'on se verra là-bas, là, à Uruk, à Nippur, à Babylone. Hmm. Amusez-vous bien, les mangeurs de livres. Bisous.